Je m'appelle Amandine Roche et j'ai 29 ans. Si vous posiez la question à mes collègues, ils diraient probablement que je suis celle sur qui on peut compter, la femme qui a toujours un plan de secours, qui se souvient de chaque échéance client, et qui est capable de sortir un schéma technique complexe de nulle part à 23h47 quand tout s'effondre et que personne ne comprend d'où vient la panne. Si vous demandiez à ma patronne, elle utiliserait un terme plus clinique, ressources critiques ou atout stratégique. Ce genre d'expression qui sonne comme des compliments jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est juste une façon polie de dire « nous ne savons pas ce que nous ferions sans elle, mais nous continuerons à ne pas la traiter comme un être humain ». Écoutez, les gens sur Reddit, peu importe ce que vous buvez en ce moment, gardez-le près de vous. Ce n'est pas seulement une histoire de deuil. C'est l'histoire du matin où mon père est mort, de la façon dont mon entreprise a essayé de me forcer à choisir entre l'enterrer et garder mon poste, et de ce qui s'est passé quand j'ai enfin décidé que j'en avais assez d'être la seule adulte dans la pièce. L'appel est tombé à 7 heures pile, un mercredi. J'étais dans ma petite cuisine de Lyon, à moitié réveillée devant ma première tasse de café, quand mon téléphone s'est allumé avec un numéro commençant par 04 que je ne connaissais pas. Un numéro local, certes, mais pas enregistré. Sûrement du démarchage. J'ai failli laisser sonner. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Bonjour, est-ce bien Amandine Roche? Une voix de femme. Professionnelle. Le genre de ton qu'on utilise pour annoncer une mauvaise nouvelle avant même d'avoir fini son propre café. Oui, c'est moi. Je vous appelle de l'hôpital de la Croix-Rousse. Je suis au regret de vous informer que Monsieur Marc Roche est décédé à 5h47 ce matin. Un arrêt cardiaque massif. L'équipe d'urgence a tout tenté, mais les dommages étaient trop importants. Pendant une seconde, tout est devenu silencieux. Pas un silence apaisant, mais ce genre de vide où les oreilles sifflent, où le corps est figé, mais où le cerveau s'emballe. Elle a continué à parler, crise cardiaque, trouvée par un voisin, arrivé en ambulance, impossible de le stabiliser. Je fixais ma cafetière à moitié pleine comme si elle m'avait personnellement trahi. Souhaitez-vous parler au médecin de garde? A-t-elle demandé doucement. Avez-vous des questions sur les prochaines étapes? J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Mon père était juste mon père. L'homme qui repassait ses jeans, qui gardait sa maison si propre qu'on aurait dit qu'elle passait une inspection militaire, qui m'appelait tous les dimanches à 21h03 pour vérifier mes niveaux d'huile, son code secret pour s'assurer que je mangeais bien, que je dormais assez et que je ne me laissais pas enterrer vivante par le boulot. J'ai dégluti. Non, je comprends. Merci de m'avoir appelé. J'ai raccroché et je suis restée là, le téléphone à la main. Papa nous avait élevés seuls, mon petit frère Bastien et moi, après le décès de maman d'un cancer quand j'avais 11 ans. Il avait fait 22 ans de service actif dans l'armée de terre, puis il avait pris sa retraite pour s'installer dans la banlieue lyonnaise où il gérait la logistique d'une société de transport. C'était un de ces hommes qui ne se plaignait jamais, qui ne demandait aucune reconnaissance. Il était juste là, payait ses factures à l'heure, servait le dîner à 19h30 pile et gérait la maison comme une section de soldats, mais avec une tendresse qu'il ne s'attribuait jamais. La maison était toujours propre, le frigo toujours plein, la révision de la voiture toujours faite en temps et en heure. Il y avait des règles, des horaires, de la structure, comme il disait. J'avais l'habitude de lever les yeux au ciel en entendant ce mot. À présent, c'était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. La première personne que j'ai appelée, c'est Bastien. C'était comme un réflexe. Papa aurait voulu qu'il sache. Il vivait dans un petit studio à la Guillotière que papa l'aidait discrètement à payer, car Bastien était incapable de garder un job plus de 6 mois. Il a décroché à la 4e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. Quoi? Papa est mort, ai-je dit. Ma propre voix sonnait creuse. Crise cardiaque ce matin. Il y a eu un long silence. T'es sérieuse? Oui. Encore un silence. Puis, et il nous laisse combien? J'ai fermé les yeux. De toutes les choses qu'il aurait pu dire. Ça va? Quand c'est arrivé? Est-ce qu'il a souffert? Rien. Juste ça. Et c'est là, j'ai réalisé que Bastien allait être un problème.
Je ne sais pas encore, ai-je répondu. Je suis encore dans ma cuisine. D'accord. Ben, envoie-moi un SMS quand t'en sauras plus sur le testament. Je n'ai même pas pris la peine de répondre, j'ai raccroché. Je n'avais pas la force pour ces bêtises, pas avec les mots « votre père est décédé » qui résonnaient encore dans mon crâne. Mon appel suivant a été pour tante Renée, la sœur aînée de papa. Elle vivait à Villeurbanne, institutrice à la retraite, le genre de femme qui retient les anniversaires de tout le monde et refuse d'arriver quelque part les mains vides. Quand je lui ai annoncé, elle est restée muette un long moment. Il ne m'a jamais dit que son cœur fatiguait, a-t-elle fini par dire. Il ne l'aurait jamais fait, ai-je chuchoté. Tu sais comment il était. C'est quand, la cérémonie? Je ne sais pas encore. Je vais appeler les pompes funèbres aujourd'hui. Sûrement ce week-end. Je vais t'aider pour l'organisation, a-t-elle dit immédiatement. Et j'appellerai Pierre. Ton père aurait voulu qu'il soit là. Pierre, c'est mon oncle par alliance, le mari de Renée. Techniquement pas de mon sang, mais plus proche de nous que n'importe qui. On a parlé 10 minutes de logistique, de procédure, le genre de détails pratiques que papa lui-même aurait énuméré sans sourciller. Quand j'ai raccroché, la réalité m'a frappé différemment. Les obsèques seraient probablement samedi ou dimanche. On était mercredi matin. Cela signifiait que j'avais besoin d'au moins 3 jours de congé, peut-être 4 avec les papiers de la succession. J'ai posé mon café, pris mes clés et j'ai conduit directement au bureau. Nexa Logistique, ma boîte, était située dans le quartier de la Pardieu, tout en verre, acier et briques apparentes, se donnant des airs de start-up branchée. J'y étais depuis 4 ans. J'avais commencé comme analyste junior et j'avais grimpé les échelons en faisant tout ce que personne d'autre ne voulait toucher, les migrations de données pénibles, les systèmes de reporting défectueux, la documentation des processus que tout le monde prétendait connaître par cœur. Spoiler, ils ne les connaissaient jamais. Je suis passé devant l'accueil, traversant l'open space en ignorant le bruit des notifications Slack et le bourdonnement des claviers. Mes pieds bougeaient en pilote automatique vers le bureau de Mathilde. Mathilde, vice-présidente des opérations, ma supérieure directe, le genre de personne qui vous envoie un message à 23h58 et un autre à 7h02 pour demander pourquoi vous n'avez pas encore répondu. Sa porte était entr'ouverte. Elle était assise derrière un immense bureau en verre, tapant comme si son clavier l'avait personnellement insultée. J'ai frappé. Elle a levé les yeux, sans un sourire. Fais vite, j'ai une conférence dans 8 minutes. Je suis entrée mais je suis restée debout. M'asseoir me semblait déplacé. Mon père est mort ce matin, ai-je dit. Crise cardiaque. J'ai besoin de 3 jours pour les obsèques et pour gérer la succession. Et tu pensais à quand? A-t-elle demandé, comme si je venais de demander un rendez-vous chez le dentiste. Partir vendredi matin, retour lundi matin, ai-je précisé. Elle s'est adossée à son fauteuil, croisant les bras. Tu peux avoir un jour, le samedi, ou alors tu peux suivre la cérémonie en visioconférence. J'ai écarquillé les yeux. Pardon? Vous avez bien dit en visioconférence? Oui, nous sommes en plein déploiement du projet Horizon. Tout le monde doit être sur le pont. Ses yeux ne sciaient pas. Pas d'exception. Ce mot est resté suspendu comme une odeur de rance. Pas d'exception. Pas pour un enterrement. Pas pour le seul parent qu'il me restait. C'est mon père, ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Il nous a élevés seuls mon frère et moi. C'est un ancien militaire. Je ne demande pas des vacances. Son visage n'a pas bougé d'un millimètre. On aurait dit qu'elle s'ennuyait. Alors tu vas devoir décider de ce qui est le plus important, a-t-elle lâché. On fait tous des sacrifices. Ça fait partie du travail d'équipe. Je suis restée là à la fixer, attendant un signe, une once d'empathie, n'importe quoi d'humain sur son visage. Rien. Elle s'est retournée vers son écran et a recommencé à taper. Pour elle, la conversation était close. Très bien, ai-je dit calmement. Un jour. Parfait. Enregistre ta demande dans le logiciel avant de partir. Je suis sortie de son bureau,
J'ai remonté le couloir, passant devant des rangées de gens courbés sur leurs écrans. Ma poitrine me serrait. Mes mains tremblaient. J'ai atteint le parking avant que le choc ne me frappe réellement. Je suis resté dans ma voiture pendant 20 minutes à fixer le logo de l'entreprise sur le bâtiment, pensant à toutes les nuits et tous les week-ends que je leur avais donnés. Ce réveillon de Noël où j'avais dû bosser en pyjama parce qu'un client paniquait. La fois où Mathilde m'avait qualifié de « rockstar » en réunion pour ensuite me refuser une augmentation sous prétexte que le budget était serré ce trimestre. Et là, quand mon père mourait, j'avais droit à un jour ou à un enterrement sur Zoom. J'ai lâché un rire nerveux qui a résonné bizarrement dans l'habitacle. Ils ne me méritaient pas. Ils ne comprenaient même pas ce que j'avais construit pour eux. Et là, une pensée froide et limpide a traversé le brouillard de mon esprit. Ils ne comprenaient vraiment pas ce que j'avais construit. Parce que s'ils le savaient, ils n'auraient jamais osé me dire « pas d'exception » alors que je venais de perdre mon père. En rentrant chez moi, je savais exactement ce que j'allais faire. Je n'ai pas mangé ce soir-là. Je me suis assise à mon bureau, ordinateur ouvert, connecté au système de Nexa comme je l'avais fait 1000 fois auparavant. Mais cette fois, je ne réparais rien. Cette fois, je reprenais tout ce qui m'appartenait. J'ai ouvert mes répertoires personnels, pas les données clients ni le code propriétaire, juste mon travail, l'infrastructure que j'avais créée parce que personne d'autre ne s'en donnait la peine. La documentation expliquant chaque processus, chaque intégration, chaque bidouillage pour compenser leurs systèmes obsolètes qu'ils refusaient de réparer. Les schémas de configuration, les cartographies d'API, les guides de dépannage écrits après des nuits blanches jamais payées. Les scripts d'automatisation qui leur faisaient gagner des centaines d'heures sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Tout cet échafaudage invisible qui soutenait leurs promesses. J'ai pensé à mon père, debout devant un moteur avec de la graisse sur les mains, me disant « Si tu construis quelque chose qui en vaut la peine, assure-toi que personne ne puisse te le prendre sans te demander la permission. » J'ai souri pour la première fois de la journée. « Message reçu, papa », ai-je murmuré. J'ai commencé à copier les fichiers. J'ai tout pris. Des dossiers IP, des archives cryptées, des structures bien nommées qui rendraient ma future version de moi-même fière et qui rendraient leur version actuelle très nerveuse. Ce n'était pas du vol. C'est important de le préciser. Je n'ai pas touché aux données des clients. Je n'ai pas touché au code qui appartenait légalement à Nexa. Ce que j'ai pris était à moi, la documentation que j'avais créée sur mon propre matériel, sur mon temps personnel, avec mes propres outils, pour éviter que leur système fragile ne s'écroule à chaque fois qu'un stagiaire poussait une mise à jour buggée un vendredi après-midi. J'ai regardé les barres de progression avancées. 32%. 68%. 94%. Quand le dernier fichier a été copié sur mon disque dur externe, je me suis adossé à ma chaise. C'était 4 ans de ma vie. 4 ans de matins précoces et de nuits tardives, de « petites questions » transformées en sauvetage de 3 heures, de promesses de « formaliser ça plus tard », qui ne venaient jamais. Ils pensaient avoir embauché une ressource, ils avaient en fait embauché une architecte. Et les architectes n'abandonnent pas leurs plans à des gens qui leur refuseraient d'enterrer leur père pour un lancement de projet. J'ai ouvert un script que j'avais écrit 6 mois plus tôt, après qu'un collègue ait effacé par erreur un répertoire partagé en essayant d'accuser le serveur. À l'époque, j'avais conçu un outil de récupération. Pour les tests, j'avais aussi écrit un script de nettoyage automatique, que j'avais gardé dans un coin. C'est drôle comme la roue tourne. J'ai ouvert ce script de nettoyage et j'ai commencé à l'éditer. Pas de répertoire partagé, pas de données clients, uniquement mes chemins de documentation personnelle, les guides internes et les schémas que j'avais soigneusement organisés dans des dossiers cachés parce que personne d'autre n'en avait rien à faire. Mes doigts ont hésité sur le clavier une seconde. C'était le point de non-retour. J'ai repensé à ce que Mathilde avait dit, on fait tous des sacrifices. Elle avait insinué que j'étais égoïste de vouloir 3 jours pour mon père. Que j'étais une gêne. Elle n'avait aucune idée d'à quel point je pouvais être gênante. J'ai appuyé sur Entrée. Le script s'est lancé. Les dossiers se sont vidés dans une cascade contrôlée. Les fichiers disparaissaient en séquence. Rien de chaotique, c'était chirurgical.
Dans chaque emplacement, j'ai remplacé le contenu par un simple fichier texte, documentation retirée par l'auteur original. Aucune récupération possible. Ce n'était pas seulement de la rancœur. C'était de la clarté. Ils n'avaient jamais payé pour cette documentation. Ils ne l'avaient jamais officialisée, jamais reconnue, jamais indemnisée. Pour eux, c'était un bonus jetable, tout comme moi. J'avais fini de donner gratuitement ce qui faisait ma valeur. À 3h30 du matin, c'était terminé. Mes répertoires étaient récurés. Mon disque externe était posé sur le bureau, une petite boîte noire contenant 4 ans de travail invisible. J'ai ouvert mes mails. Nouveau message, objet, démission. Je démissionne avec effet immédiat pour motif personnel. Toute documentation personnelle, guide et matériel créés en dehors des heures de travail avec des ressources personnelles ont été retirés des systèmes de l'entreprise. Aucune donnée client n'a été modifiée. Amandine. Je l'ai lu 2 fois, j'ai ajouté 3 destinataires, Mathilde, Damien le grand patron, et les RH. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Le bruit du mail qui part a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. J'ai fermé l'ordinateur. Mon téléphone était dans le tiroir de la cuisine, face contre terre, en mode « ne pas déranger ». Je l'ai laissé là. Je n'étais pas prête à entendre le vacarme. À la place, j'ai sorti ma valise. Je bougeais comme un automate. Des jeans, des pulls, quelques chemisiers, mes vieilles bottes. J'ai attrapé la vieille veste militaire de papa au fond du placard, celle qu'il m'avait donnée l'hiver dernier en plaisantant. Tu en auras besoin quand Lyon oubliera qu'on n'est pas en Arctique. Sur la commode, à côté d'une bougie, se trouvait sa pièce de défi de l'armée. Il ne m'avait laissé la tenir que 2 fois quand j'étais gosse, comme si c'était sacré. Garde ça, m'avait-il dit un jour, pour te souvenir que quelqu'un assure toujours tes arrières, même quand tu ne le vois pas. Je l'ai glissé dans ma poche. À 4h12, mon sac était prêt. À 4h15, j'étais dans ma voiture. La ville était encore sombre, les rues désertes. Ce calme ressemblait à une autorisation. Le trajet vers la maison de papa, dans la banlieue résidentielle, a pris moins de 40 minutes. Je l'avais fait tellement de fois que j'aurais pu conduire les yeux fermés. Les feux rouges devenaient des halos flous. Parfois, mon cerveau affichait une pensée comme un bandeau d'informations, il est parti. Tu as quitté ton job. Tu viens de saboter un projet à plusieurs millions. Puis une autre voix répondait, plus calme, ils ont choisi ça quand ils ont choisi de ne pas te respecter. Je me suis garée devant la petite maison en briques alors que le ciel commençait à blanchir. La même maison de 3 chambres qu'il avait achetée après l'armée. Les mêmes rideaux blancs aux fenêtres. Le même paillasson, bienvenu, délavé qu'il refusait de changer parce qu'il faisait encore le job. La lumière du porche était encore allumée. Ça m'a fait plus mal que prévu. J'ai froncé les sourcils en voyant une voiture déjà garée dans l'allée. La vieille Honda cabossée de Bastien. Évidemment. Je suis descendu, mon souffle formant de la buée dans l'air glacial de février, et je suis entré. La porte n'était pas verrouillée. La maison sentait le café et la cire, comme toujours. Mais cette fois, il y avait une autre odeur, le papier, la poussière et l'opportunisme. Bastien était dans le salon, accroupi près du bureau de papa, fouillant dans les tiroirs. Des papiers étaient étalés sur le sol, factures, enveloppes, un carnet jeté de côté comme un déchet. Tu plaisantes, j'espère ? Ai-je demandé. Il a levé les yeux, sans une once de culpabilité. Je fais ce que t'allais faire aussi. Je cherche le testament. Il est mort depuis moins de 12 heures, ai-je dit. Tu ne pouvais pas attendre ? On a besoin de savoir à quoi s'attendre, Amandine. Il a désigné la pièce d'un geste vague. Cette baraque seule vaut quoi ? 350 000 euros ? Plus ce qu'il a à la banque. On n'est pas riches, nous. Je suis entré dans la pièce et j'ai fermé la porte derrière moi. Sors d'ici, ai-je dit. Il a ricané. J'ai autant le droit d'être ici que toi. Non, ai-je répliqué, la voix basse. Tu ne l'as pas.
Tu ne l'as pas appelé pendant 6 mois. Tu n'es pas venu quand il s'est bloqué le dos l'an dernier. Tu ne venais que quand tu avais besoin d'argent. Tu n'étais là pour rien, sauf pour réclamer. Il s'est levé, bombant le torse pour essayer de paraître plus imposant. Ne fais pas ta sainte parce que papa t'aimait mieux que moi. Ça m'a piqué, mais pas pour la raison qu'il pensait. Papa ne m'aimait pas plus, il me faisait juste plus confiance. Il comptait sur moi pour être là, pour gérer les choses, pour être le pilier quand tout le reste s'effondrait. Tu devrais partir, ai-je répété. Maintenant. On s'est fixé quelques secondes. Puis il a attrapé ses clés. C'est ça. On se voit à l'enterrement. On parlera du partage. Il m'a bousculé en sortant et a claqué la porte assez fort pour faire trembler les cadres. Je suis resté là, essayant de respirer calmement. Mon téléphone a vibré si fort dans ma poche que j'ai sursauté. Je l'avais repris par habitude en sortant. L'écran était illuminé comme un sapin de Noël, 15 appels manqués, une douzaine de messages vocaux, des notifications Slack, des mails. J'ai écouté le premier message. Bonjour Amandine, c'est Damien. On a remarqué que des fichiers critiques manquent dans les répertoires de doc. Rappelle-nous quand tu auras ça, on veut être sûr que rien n'a été supprimé par erreur. Le second message était celui de Mathilde, la voix tendue. Amandine, je fais remonter ça au service informatique. S'il s'agit d'un malentendu, nous avons besoin d'une clarification immédiate. Le troisième, encore Damien, moins poli cette fois, ce n'est pas comme ça que des professionnels gèrent une démission. On a besoin que ces fichiers soient restaurés. Rappelle-moi. J'ai verrouillé l'écran et je l'ai remis dans ma poche. Pas mon problème. Plus maintenant. Le bureau de papa, à l'opposé du chaos de Nexa, était un modèle d'ordre. Des dossiers étiquetés par catégorie, des factures triées par mois, des classeurs bien rangés. Dans le tiroir du haut, un classeur à levier avec son écriture carrée, document important. Je l'ai posé sur la table de la salle à manger. Son testament, son assurance vie, l'acte de propriété, les relevés bancaires. Tout ce qu'on attend d'un homme qui gérait sa vie personnelle comme un dépôt de munitions. J'ai feuilleté jusqu'au testament. Le gros était classique, le patrimoine partagé entre Bastien et moi. Mais j'ai vu une clause manuscrite en bas, datée d'il y a 3 mois, la part de Bastien est conditionnée à l'occupation d'un emploi stable pendant au moins 6 mois consécutifs au moment de mon décès. Si cette condition n'est pas remplie, l'intégralité revient à Amandine Roche. Il y avait une note de son notaire confirmant que Marc était sain d'esprit et que cette clause reflétait son inquiétude face à l'instabilité de Bastien. Papa savait. Il avait vu venir cette bataille bien avant moi, et il s'était assuré discrètement que je n'aurais pas à me battre contre Bastien pour chaque centime tout en faisant mon deuil. J'ai pris des photos du document et je les ai envoyées à tante Renée, j'ai trouvé le testament. C'est clair. Mon téléphone a encore vibré. Un appel de Nexa. J'ai refusé. J'ai passé l'après-midi à faire le tour de la maison. Le placard de sa chambre était une capsule temporelle, ses uniformes, ses médailles, ses bottes cirées comme des miroirs. Sur l'étagère du haut, une boîte en carton marquée « Koweït 91 ». Je l'ai ouverte sur le lit, des photos de lui dans le désert, jeune, bronzé, souriant avec sa section devant des camions et des tentes. Des lettres, un petit journal, des cartes avec des itinéraires tracés en rouge. Je suis restée là, assise sur le bord du lit, réalisant à quel point je connaissais peu cette partie de sa vie. Il disait toujours que c'était juste de la logistique, comme s'il avait expédié des colis alors qu'il s'assurait que des hommes restent en vie. Le téléphone a encore sonné. Mathilde. J'ai éteint l'appareil complètement. Il pouvait paniquer autant qu'il voulait. J'avais plus important à faire. Ce soir-là, tante Renée est passée avec une quiche parce que, bien sûr, elle l'a fait. On s'est assis à la table de la cuisine. Il gardait cet endroit impeccable, a-t-elle murmuré. Ta mère aurait été fière de lui. Il vous a élevé seul sans jamais laisser la maison tomber en ruine. J'ai dégluti. Il a fait plus que ça. Je n'ai pas parlé de Bastien ni de la clause. Pas encore. Ce serait pour le notaire.
J'ai appelé les pompes funèbres. Ce sera samedi à 14 h à l'église Saint-Nizier, là où on a fait le service de maman. Elle a posé sa main sur la mienne. Il parlait tout le temps de toi, tu sais. Il disait que tu étais la plus intelligente de ta boîte. Qu'il ne te méritait pas. Ça m'a touché plus que n'importe quel message vocal. Qu'est-ce qui s'est passé avec le boulot? A-t-elle demandé. Alors je lui ai tout raconté, l'appel, Mathilde, le « pas d'exception », la suggestion de l'enterrement en visio, ma démission, le nettoyage. Elle a secoué la tête lentement. Ton père aurait fait la même chose. Il n'a jamais toléré qu'on le traite comme un pion jetable. Tu ne devrais pas non plus. J'ai pensé au disque dur externe dans mon sac. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone. 43 appels manqués. Des messages de collègues, et même un numéro que je ne connaissais pas qui s'est avéré être le service juridique. Le dernier message vocal était de Damien. Écoute, Amandine, on comprend que tu traverses une épreuve et on est désolé, mais on est dans une situation grave ici. Le projet Horizon ne peut pas aboutir. Les rapports plantent partout. Le client menace de rompre le contrat. On a besoin que tu nous orientes au moins. Je me suis servi un café, je me suis assise et j'ai réfléchi. Puis j'ai ouvert mon ordinateur. Nouveau mail, objet, service de conseil disponible. Je suis prête à fournir une prestation de conseil limitée pour assister le projet Horizon. Mon tarif est de 275 € de l'heure, avec un forfait minimum de 25 heures payables d'avance par virement. Appel limité à 2 heures par jour selon mes disponibilités. J'enverrai le contrat des réceptions du paiement. J'ai joint les infos de mon auto-entreprise que j'avais créée un an plus tôt sans jamais l'utiliser. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai fermé l'ordi et je suis allée au garage trier les outils de papa. Une demi-heure plus tard, mon téléphone a vibré. Confirmation de virement reçu. Ils avaient payé 6 875 €. Ils n'avaient même pas essayé de négocier. Nexa, qui avait pinaillé pour me rembourser 20 € de frais de transport un mois plus tôt, venait de verser près de 7 000 € en 30 minutes. Pas par respect, mais parce qu'ils se noyaient. Et pour une fois, je n'allais pas leur lancer de bouée de sauvetage gratuitement. Je suis retournée au garage. C'était le sanctuaire de papa. Des outils suspendus sur des panneaux perforés, des boîtes de vis triées par taille. Sa vieille boîte à outils roulante dont les tiroirs glissaient encore avec ce murmure métallique familier. Sur l'établi, il y avait une petite boîte en bois. À l'intérieur, des centaines de cartes postales et de souvenirs, et une enveloppe blanche avec mon nom écrit dessus. Mon cœur a raté un battement. Son écriture était reconnaissable entre mille. Carré, stable. Je me suis assise sur le tabouret et j'ai lu. La lettre était datée d'il y a 2 semaines. Amandine, si tu lis ça, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. J'ai eu des douleurs à la poitrine. Je n'ai rien dit à personne. J'aurais dû voir un médecin, mais je voulais écrire ça d'abord. Tu es devenue plus que ce que j'espérais. Intelligente, forte, juste. Tout ce que j'ai essayé de t'apprendre a pris. Je suis fière de toi. Ton frère, c'est une autre histoire. Je l'aime, mais il doit apprendre à se débrouiller seul. J'ai changé le testament il y a 3 mois. Tu verras pourquoi. Ne te sens pas coupable. Il a eu toutes ses chances. La maison est payée. L'assurance couvrira le reste. Prends soin de ta tante. Elle s'est occupée de vous plus que vous ne le pensez. Et ne laisse personne te traiter comme si tu étais remplaçable. Tu ne le es pas. Souviens-toi de ça. M. R. Pas de signature, juste ses initiales. Je n'ai pas réalisé que je pleurais avant que l'encre ne se brouille sur la dernière ligne. Ce n'étaient pas des larmes discrètes, mais de gros sanglots incontrôlables. J'ai pressé la lettre contre mon visage, m'imprégnant de l'odeur du papier qui sentait encore un peu son bureau. Papa s'était préparé. Il m'avait préparé. Il me protégeait encore, même de loin. J'ai essuyé mes yeux et je me suis levée.
Il y avait encore tant à faire. Et si papa me faisait assez confiance pour tout mettre sur mes épaules, alors je n'allais rien lâcher. J'ai passé le reste de la matinée à organiser le garage comme il l'aurait fait, propre, intentionnel. Puis j'ai reçu le second mail de Nexa. Le contrat de conseil était signé. Il était temps de tirer les ficelles. J'ai programmé la première session de 2 heures pour lundi matin. Après cela, je suis retournée dans le salon pour continuer l'inventaire. Vers midi, tante Renée est revenue avec d'autres plats. On a discuté de tout, de Mathilde, du virement de Nexa. Elle n'a pas bronché. Ton père aurait fait exactement la même chose, a-t-elle dit. Avec un peu plus de cris, peut-être. Ça m'a fait rire, un vrai rire. Elle avait raison. Papa était calme jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, et alors c'était volcanique. Le vendredi, j'ai passé la journée dans son placard. J'ai trouvé des photos de lui distribuant le courrier à ses soldats dans le désert, la poussière tourbillonnant autour de lui. Il avait l'air si jeune. Le téléphone a sonné, Mathilde, refusé, Damien, refusé, puis un SMS d'un collègue de l'informatique, Amandine, tu peux nous prendre en appel 2 minutes ? On essaie de comprendre ce qui manque. J'ai éteint le téléphone. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était pour papa. Samedi, jour des obsèques. Le vent de février à Lyon était cinglant, tranchant. Je portais mon seul tailleur noir. L'église Saint-Nizier était magnifique et solennelle sous la lumière pâle. J'étais arrivée tôt pour installer les photos, papa jeune soldat, papa nous apprenant à faire du vélo, papa à sa fête de départ à la retraite, souriant comme s'il allait conquérir le monde. Tante Renée m'a montré une photo, il gardait celle-là dans son portefeuille. Il la sortait dès qu'on lui demandait des nouvelles de ses enfants. Les gens ont commencé à arriver, ses vieux copains de l'armée, des voisins, des collègues de la boîte de transport. Un homme aux cheveux gris m'a serré la main, votre père m'a sauvé la vie au Koweït. Le convoi a été touché, il m'a sorti d'un camion en flammes. Il n'en parlait jamais. Ma gorge s'est serrée. Un autre a ajouté, il a fait des doubles services pour moi quand ma femme a été opérée. Il refusait que je le rembourse. Papa était extraordinairement discret dans sa bonté. Puis Bastien est entré, en jean et chemise froissée, en retard. Il est resté au fond, les bras croisés. Le prêtre a parlé de service et de sacrifice. Tante Renée a raconté comment papa voulait s'engager dès ses 12 ans. Mon oncle Pierre a raconté comment papa lui avait appris à conduire. Puis ce fut mon tour. Mes mains étaient stables, ma voix un peu moins. J'ai parlé de la mécanique, des trajets de 6 heures qu'il faisait pour venir me chercher quand ma voiture tombait en panne à la fac, de sa rigueur militaire, de sa loyauté. Il n'abandonnait jamais personne, ai-je conclu. Au cimetière de Loyasse, le vent était encore plus froid. On a déposé les fleurs. Tante Renée m'a murmuré, il est avec ta mère maintenant. Quand la foule s'est dispersée, seul Bastien est resté. Et pas pour les bonnes raisons. Il s'est approché de moi près de la terre fraîche. On doit parler de la maison. Pas maintenant. Quand alors ? Je dois savoir ce que je récupère. Je me suis tournée vers lui, glacial. Tu ne récupères rien. Son visage s'est décomposé. Quoi ? Papa a mis à jour son testament. Ta part était conditionnelle. Tu devais avoir un emploi stable. Tu ne l'as pas. C'est illégal. Ça ne l'est pas. Le notaire a tout verrouillé. T'es comme lui, a-t-il craché, le visage rouge. Froide, sans cœur. Non, ai-je répondu doucement. Je suis exactement comme lui. Et c'est pour ça qu'il m'a confié ça. Il a ouvert la bouche pour m'insulter, mais je l'ai coupé, si tu finis cette phrase, je te jure que tu vas le regretter. Il a reculé et il est parti. Je suis restée 20 minutes de plus devant la tombe. J'ai murmuré au vent, ils ont essayé de me faire choisir entre mon job et ton enterrement, papa. Ce n'était pas une confession, mais une promesse que j'avais fait le bon choix. Lundi matin, j'ai ouvert mon ordinateur pour la première session de conseil. Ils avaient payé pour mon temps,
ils allaient en avoir pour leur argent. Mathilde, Damien, le chef de l'informatique, le PDG et même le service juridique étaient là. Bonjour, ai-je dit simplement. Le chef de l'informatique a commencé, d'abord, Amandine, toutes nos condoléances. Nous aurions dû mieux gérer la semaine dernière. J'ai attendu. Damien a enchaîné, on est dans une situation critique. Le client veut rompre le contrat. Plus rien ne marche. C'est pour ça que vous payez, ai-je répondu. J'ai partagé mon écran et j'ai montré les schémas que j'avais recréés. Ce workflow a été signalé en novembre. J'ai envoyé un mail avec des captures d'écran. Personne ne l'a corrigé. Maintenant, il plante sur 5 comptes clients. Mathilde a serré les dents, on allait s'en occuper. J'ai continué sans l'écouter, pointant chaque erreur, chaque API mal configuré par d'autres, chaque manque de documentation. Je ne criais pas, je ne les insultais pas, mais je ne ménageais pas non plus leur ego. À 11h pile, je me suis arrêtée. C'est fini pour aujourd'hui. On continue demain. On a besoin de plus de temps. A lancé Damien. Alors payé pour plus d'heures, ai-je répondu avant de couper la communication. Mardi, mercredi. Le scénario s'est répété. Ils apprenaient vite quand leur portefeuille était en jeu. Mercredi après-midi, le PDG a pris la parole. Amandine, on veut te proposer un poste. Directrice de l'infrastructure. Mathilde est devenue livide. Augmentation de 60%, télétravail total, option d'achat d'actions, autorité de recrutement, et tu rapportes directement à moi, en court-circuitant le management intermédiaire. C'était une offre en or. Polie, presque sincère. Mais papa m'avait appris à regarder sous le capot. Vous ne proposez pas ça parce que je l'ai mérité ces 4 dernières années, ai-je dit. Vous le proposez parce que vous paniquez. Quand mon père est mort, votre première réaction n'a pas été la compassion, mais de me demander de choisir. Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur votre leadership. Vous réalisez trop tard que je n'étais pas remplaçable. Un long silence a suivi. Il n'y a aucune version de l'histoire où je reviens, ai-je conclu. Vous avez la doc que vous avez payée. Débrouillez-vous. J'ai fermé l'ordinateur. Le calme est revenu dans la cuisine de papa. J'ai passé le reste de la journée à fabriquer un petit pendentif en noyer à partir d'un morceau de bois que papa avait commencé à sculpter. J'ai poncé les bords, j'ai passé un cordon de cuir. Certaines choses, on les finit pour ceux qui ne le peuvent plus. Les 3 mois suivants ont été apaisants. La contestation de Bastien a fait long feu, son avocat ayant jeté l'éponge face aux preuves de lucidité de papa. Bastien a fini par trouver un boulot dans un entrepôt à Saint-Priest et a cessé de réclamer l'héritage. Peut-être qu'il a enfin grandi. J'ai commencé à travailler pour une autre boîte, Système Cascade, dirigée par un type nommé Julien qui m'avait contacté après avoir entendu parler de mon travail. C'était tout l'inverse de Nexa, du respect, de l'autonomie, pas de message à minuit. Un après-midi, j'ai reçu un mail de Ben, un ancien collègue de Nexa. Salut Amandine, juste pour que tu saches, le gros client a rompu son contrat. Mathilde a été licenciée. Ils ont embauché 3 personnes pour te remplacer, mais ça ne suffit toujours pas. Tu nous manques. J'ai souri, non pas par méchanceté, mais par sentiment de justice. L'équilibre était revenu. Je vis maintenant dans la maison de papa. Le garage est devenu mon bureau. C'est là que je construis de nouveaux systèmes, brique par brique, sur les fondations de l'homme qui m'a appris ce qu'était la vraie fierté. Les gens pensent que la meilleure vengeance est la destruction. Ils se trompent. La meilleure vengeance, c'est de partir avec tout ce qu'ils n'ont pas su apprécier, votre talent, votre temps, votre paix, et de les regarder s'effondrer sous le poids de leur propre aveuglement. Papa m'a appris ça. Maman aussi, à sa façon. Ils n'utilisaient pas le mot vengeance. Ils utilisaient des mots comme valeur, respect, intégrité. Je me sens bien maintenant. J'ai fini de poncer le dernier morceau de mon étagère, j'ai éteint la lumière de l'établi et j'ai chuchoté dans le silence du garage. Je m'en sors bien, papa. Et pour une fois, le monde était